capitale militaire de Niamey vient d'être rénovée et élargie avec des nouvelles infrastructures sur fonds propres de l'État. C'est le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini qui a procédé à la réception de ces infrastructures. Poursuite des travaux de la session ordinaire du Conseil économique, social et culturel. Ce matin, les conseillers du CESOC et les techniciens de l'environnement ont échangé sur l'économie verte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Augmenter la production, accroître l'accès à l'eau potable et poursuivre l'extension du secteur de distribution d'eau dans la ville de Niamey. C'est l'objectif poursuivi par le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Niamey. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a procédé à l'inauguration de l'usine de traitement d'eau potable de 40 000 m3 par jour à Niamey. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée ce matin à Goudel en présence des présidents des institutions, des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers du projet. Le compte-rendu est signé Amadou Youssoufou, Yazir Rabiou et Issaka Issa. Au cours de ces 2 mandats, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, s'est évertué à créer les conditions de l'accès à l'eau, à l'approvisionnement en eau potable sur l'ensemble du territoire national. Une volonté farouche de vaincre la soif qui cadre parfaitement avec l'objectif de développement durable 6 qui vise à garantir la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. L'accès à l'eau potable est une des priorités du programme de renaissance et de l'axe 2 du PDS, indiqué pour sa part le gouverneur de la région de Niamey. Cette inauguration de l'usine de traitement va solutionner de manière durable le problème d'alimentation de la ville de Niamey et de ses alentours, a ajouté Oudou Ambouka. Pour le chef de file des partenaires techniques et financiers, cette initiative est une priorité pour améliorer la santé publique avant de louer le partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Niger. C'est un bel exemple de partenariat entre le gouvernement du Niger et la coopération européenne dans son ensemble, l'équipe Europe, où ces financements intégrés apportés par les Pays-Bas, la Belgique, la France et la Banque européenne d'investissement ont permis de développer et de réaliser ce projet cohérent avec une vision de long terme, une vision transformatrice. Bien sûr, il y va de soi d'évoquer l'importance de l'accès à l'eau pour le développement économique et le fait que ce projet contribuera pour le Niger à l'atteinte de l'objectif de développement durable, notamment de l'objectif 8, qui traite de la promotion d'une croissance économique soutenue, inclusive et durable, du plein emploi productif et d'un travail décent pour tous. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 1 an après le début de l'urgence sanitaire du Covid-19, la pandémie, elle est toujours là. Une des leçons apprises est que le lavage des mains est la défense des premières lignes la plus élémentaire contre la propagation du virus. Les systèmes d'eau et d'assainissement dans les zones insuffisamment desservies vont gagner certainement avec la mise en œuvre de ce projet dont l'accès sera étendu et amélioré. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement par intérim s'est également réjoui du partenariat fructueux instauré avec l'Union européenne. Le ministre Zakaria Abdraman a également évoqué le rôle majeur joué par le président de la République pour l'aboutissement de plusieurs projets structurants. Cette usine est une preuve supplémentaire de votre volonté politique exemplaire qui vous incite toujours à donner suite aux engagements que vous prenez. En effet, vous avez fait le choix d'être toujours à côté du peuple nigérien et de le servir loyalement. C'est ainsi que vous avez parcouru des hameaux, des villages, communes, départements et régions de notre vaste et beau pays à la rencontre des populations pour vous imprégner des réalités de leur vécu quotidien, sonder leurs aspirations et leur apporter des réponses adéquates. À l'issue des rencontres et échanges francs et sincères avec les laborieuses populations vivant aussi bien en milieu urbain que rural,
vous avez eu un aperçu clair des vrais problèmes auxquels elles sont confrontées, dont le plus récurrent est le problème d'approvisionnement en eau potable. Fidèle à votre pragmatisme et votre volonté ardente de résoudre cet épineux problème, voire sempiternel problème, vous avez pris le ferme engagement, partout où vous êtes passé, de lui apporter une solution durable une fois élu à la tête de l'État. Actualité oblige, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, en même temps porte-parole du gouvernement, a tenu à rappeler le prestigieux prix Mo Ibrahim décerné au président Issoufou Mahamadou, mais aussi l'insigne honneur fait à sa personne en baptisant une grande avenue à son nom à Abuja, au Nigeria. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, devait par la suite procéder en présence des partenaires techniques et financiers et des responsables de la SPEN à la coupure du ruban. Le chef de l'État a par ailleurs reçu d'amples explications sur la 4e filière de traitement d'eau, les étapes de récupération et de traitement d'eau du fleuve, les salles de contrôle, d'analyse et de base de stockage. Pour un montant total de 48 milliards 820 millions de francs CFA, ces installations vont améliorer la desserte en eau potable à environ 200 000 personnes supplémentaires, composante essentielle du projet, la réalisation des branchements sociaux et de bornes fontaines dans la ville de Niamey. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a procédé ce matin à cette inauguration de l'usine de traitement d'eau potable de 40 000 m3 par jour, Goudel 4. L'extension de l'usine existante de Goudel 4 vise à pallier le déficit d'accès à l'eau potable à Niamey et de ses environs. Au terme de la cérémonie, le président de la République s'est confié à la presse. Le président Issoufou Mahamadou a indiqué que ce projet entend améliorer l'approvisionnement et la sécurité du secteur de l'eau et de l'assainissement dans la région de Niamey. Le président Issoufou Mahamadou. Effectivement, quand vous allez dans les villages du Niger, la première revendication des populations, ce n'est pas l'école, ce n'est pas la santé, mais c'est l'eau. Donc c'est pour cela que le programme de Renaissance a fait de l'accès à l'eau un de ses axes. Et je me réjouis aujourd'hui de procéder à l'inauguration de cette usine de traitement des eaux pour renforcer le système d'alimentation en eau de la ville de Niamey. Vous vous rappelez que c'était il y a 3 ans que les travaux ont été lancés. Ces travaux qui sont financés par nos partenaires, la France, les Pays-Bas, la Banque européenne d'investissement, ainsi que la Belgique, que je remercie pour leur effort à nos côtés en vue de promouvoir le développement économique et social de notre pays. Nous avons beaucoup investi pendant ces 10 dernières années dans le secteur de l'eau, que ce soit en matière d'hydraulique urbaine ou en matière d'hydraulique villageoise. Les investissements d'ailleurs que nous avons faits dans le cadre du programme de Renaissance ont concerné tous les secteurs. Et nous avons pu réaliser un taux d'investissement moyen annuel sur les 10 ans de près de 40%, ce qui est exceptionnel, ce qui est rare, parce que le minimum qu'on demande, c'est un taux d'investissement de 24%. Nous avons réalisé 40% de taux d'investissement, ce qui a permis de soutenir la croissance que le Niger a enregistré ces 10 dernières années, un taux de croissance proche de 6%, ce qui a permis de faire de l'économie nigérienne une des économies les plus dynamiques du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale qui le dit. Et d'ailleurs récemment, la Banque mondiale a publié un rapport sur le Niger et je constate avec beaucoup de satisfaction que le Niger n'est plus le pays le plus pauvre du monde. Nous devançons beaucoup de pays compte tenu des efforts que nous avons soutenus de croissance ces 10 dernières années. Et j'espère que ces efforts de croissance vont se poursuivre les années à venir, vont se poursuivre, vont s'amplifier. Donc le Niger est sur la bonne voie. Je me réjouis en tout cas d'avoir
placer le pays sur la voie du progrès économique et social. Cela dit, depuis la proclamation des résultats provisoires du deuxième tour de l'élection présidentielle, le président élu Bazoum Mohamed continue de recevoir des messages de félicitations des personnalités à travers le monde. Le dernier émane de Ahmed Omar Aladji, président directeur général de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. Excellence, Monsieur le Président de la République, le peuple nigérien vient de vous confier la haute et noble charge de conduire les destinées du pays suite aux élections présidentielles qui viennent de se passer. Cette grande confiance du vaillant peuple nigérien est le couronnement du parcours exemplaire qui a jalonné votre brillante carrière. En cette heureuse occasion, j'ai l'honneur de vous exprimer respectueusement mes vives félicitations au nom du groupe de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. Je voudrais vous souhaiter beaucoup de réussite pour le succès de votre exaltante mission et vous dire toute la disponibilité de notre banque communautaire pour contribuer au développement économique et social du Niger. Le Premier ministre chef du gouvernement a de son côté procédé à l'inauguration officielle de nouvelles infrastructures réalisées au centre hospitalier des armées communément appelé Garnison. Cette cérémonie d'inauguration des travaux entrepris au sein de ce centre s'est déroulée en présence des différents membres du gouvernement et de toute la hiérarchie militaire. Le compte-rendu est signé avec Mariam Dakou et Askou Jibrila. Un bloc comportant 2 salles opératoires, une salle de réveil, une salle de déchocage et une unité de réanimation. Le tout accompagné d'un service d'accueil des urgences d'une capacité de 15 lits, des salles annexes, d'une centrale de distribution d'oxygène de 24 prises, de services d'aiguillage et d'un poste de police pour la sécurité des lieux et des usagers. Telles sont les infrastructures nouvellement construites et qui font l'objet de cette inauguration par le Premier ministre chef du gouvernement. Réalisés à hauteur de 133 millions de francs CFA, ces travaux qui viennent après les réalisations de 2015 sont en effet entrepris pour permettre à l'infirmerie de Garnison, aujourd'hui centre hospitalier des armées, de bien mener sa mission qui est celle de prise en charge sanitaire des militaires et leurs familles ainsi que les populations civiles environnantes. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chers invités, votre présence parmi nous témoigne une fois de plus l'intérêt que les plus hautes autorités, au sommet son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et vous-même portez aux forces de défense et de sécurité en général et à l'armée en particulier, singulièrement au service de santé des armées pour l'amélioration des conditions de vie et de santé des militaires et de leurs familles. Grâce à votre volonté et grâce à l'implication de Monsieur le ministre de la Défense nationale, le centre hospitalier des armées vient d'être doté de nouvelles infrastructures, améliorant ainsi son plateau technique. Ce complexe, à terme, sera étoffé par un recrutement massif en personnel technique dont le recrutement est très avancé, dans le cadre du soutien au doublement de nos forces et en équipements divers, pour atteindre les standards d'un hôpital de niveau 2 à pôle d'excellence chirurgicale, en attendant la construction de l'hôpital militaire de niveau 3, dont la phase préparatoire des travaux sont en cours de finition. Le ministre de la Défense nationale s'est fortement réjoui de ces acquisitions qui viennent renforcer les capacités de prise en charge du centre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les infrastructures que nous inaugurons aujourd'hui ont été entièrement financées sur fonds propres. Elles permettront non seulement de prendre en charge rapidement et efficacement nos blessés de guerre, évacués des différents théâtres d'opération, mais aussi les urgences hospitalières de routine au profit des militaires, familles et civils des quartiers et villages environnants. Je ne saurais terminer mon propos
sans réitérer ma constante disponibilité à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des militaires nigériens et de leurs familles. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, la satisfaction est d'autant plus grande qu'il n'a pas pu s'empêcher de féliciter tous ceux qui ont contribué à la matérialisation de ce projet. J'ai été dépêché ici par le président de la République pour effectivement inaugurer ces travaux qui viennent de prendre fin dans une première phase parce que c'est un projet évolutif. Ce centre qui était autrefois ce que tous les Nigériens pratiquement connaissent, à savoir l'infirmerie de garnison, en train de se transformer en véritable centre hospitalier. Et c'est vraiment une initiative à saluer. Je salue les promoteurs de cette initiative, à savoir le ministère de la Défense et tous les cadres des forces armées qui ont travaillé d'arrache-pied dans ce cadre de ce projet. Cela va nous encourager à encore redoubler d'efforts pour poursuivre les améliorations, pour poursuivre les autres phases qui sont absolument nécessaires. Nous avons noté des besoins très justifiés dans le cadre de l'extension et de l'amélioration du plateau technique de ce centre. Déjà, nous avons noté des progrès très importants qui ont été faits, notamment au niveau du laboratoire, au niveau des postes opératoires. Tout ceci montre que des progrès énormes ont été faits, mais le personnel est déterminé à aller de l'avant. Et c'est ça qui est encourageant, parce que nous avons besoin d'un système de santé robuste, aussi bien sur le plan civil qu'au niveau des armées. Il est bien de souligner que ces travaux ont été entrepris en l'espace de 7 mois seulement par le génie militaire. Le Premier ministre Brigitte Raffini a aussi présidé cet après-midi à l'auditorium Sanibako une réunion de haut niveau avec les partenaires techniques et financiers, membres de la plateforme de haut niveau sur l'assistance humanitaire. Le but de la réunion est de discuter des résultats de réflexion du groupe de travail récemment mis en place pour recadrer le domaine. Lawali Yahya et Mariam Dakou nous font le point. Débuté par une minute de silence en la mémoire des victimes des événements de Bani Bangou, cette réunion a été le lieu d'amender le rapport produit par le groupe de travail conjoint gouvernement partenaire mis en place pour réfléchir sur l'assistance humanitaire au Niger. Il s'agissait d'une mise à jour entre nos équipes, c'est-à-dire les équipes de la part du gouvernement, des autorités, et des équipes humanitaires qui œuvrent sur le plan national. Donc ce fut l'occasion d'échanger sur les défis, mais aussi les opportunités. Et bien entendu, au cœur de nos efforts, le souci de répondre aux besoins des communautés en besoin. À ce titre, je tiens à exprimer au nom du système des Nations Unies et de tous les acteurs humanitaires nos condoléances les plus profondes pour cette dernière attaque qui a causé la mort de personnes innocentes qui ne cherchaient qu'à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Nos pensées sont avec le peuple du Niger en ce moment. Aussi, le Premier ministre chef du gouvernement, après avoir écouté tous les acteurs, a dit en substance que toutes les dispositions seront prises pour mettre en place les mécanismes permettant de venir en aide aux populations vulnérables. Nous avons pris bonne note en tout cas de toutes les propositions qui ont été faites. Je suis très optimiste. Je pense qu'au niveau du gouvernement, nous ferons beaucoup d'efforts pour adapter un peu notre position à l'évolution des choses et surtout à cet impératif d'assistance des populations. Il faudrait qu'on ait la compréhension de tout le monde, notamment de nos partenaires, dont nous avons encore le plus grand besoin à nos côtés. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour le grand intérêt que vous portez à notre accompagnement qui ne nous a jamais fait défaut. Nous souhaitons que nous continuions effectivement dans la compréhension
à œuvrer ensemble pour l'assistance à nos populations. Enfin, Brigitte Raffini a promis de soumettre les conclusions de la réunion acquis de droit pour un examen plus approprié. Suite au Conseil national de sécurité tenu hier sous la présidence du président de la République, conseil qui s'est penché sur la situation née des attaques lundi dernier dans le nord de Tillabéri, le gouvernement a dépêché à Chinagoder une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses, Al-Kash Al-Hada, sur place pour s'enquérir de la situation. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Poursuite à Niamey des travaux de la session ordinaire du Conseil économique, social et culturel au titre de l'année 2021. Ce matin, la plénière a suivi une communication du ministère en charge de l'environnement consacrée à l'économie verte. Reportage Issouf Samaïla et Aliou Ibrahim. L'économie verte, un concept, une vision, un comportement développé depuis plusieurs décennies dans le monde entier. Une attitude individuelle et collective visant à assurer aux générations futures un développement durable. L'avenir du monde en dépendra. Ce matin, le secrétaire général du ministère en charge de l'environnement, accompagné de ses principaux collaborateurs, était face à la plénière du Conseil économique, social et culturel CESOC. Mission essentielle: expliquer, développer et faire découvrir la notion de l'économie verte, un concept qui mérite d'être découvert. Apparu autour des années 90, le concept de l'économie verte a très vite été relayé par de nombreux chefs d'État et de gouvernement, des ministres de l'Environnement, des ministres des Finances, des responsables d'organisations internationales et régionales et bien d'autres acteurs non étatiques intéressés par la question de développement durable à l'échelle planétaire. À juste titre, la plupart des stratégies actuelles de développement et de croissance économique ont favorisé l'accumulation rapide de capital au prix de l'épuisement et d'une dégradation excessive des ressources naturelles. Ce schéma de développement et de croissance qui épuise le stock des richesses naturelles, souvent de manière irréversible. Devant les risques majeurs qui pèsent sur l'avenir du monde, l'économie verte mérite d'être perçue comme une alternative au devenir de notre planète. Le Niger étant un pays également soucieux du développement et du bien-être de ses populations, en a fait une priorité. Et dans ce cas, plusieurs investissements et des actions menées au niveau de notre pays, notamment au niveau du plan de développement du PDS, dont l'axe 5, le plan stratégique numéro 5 a été dédié au niveau de l'économie verte. Et nous estimons que c'est quand même une très bonne chose parce qu'aujourd'hui la question de l'environnement ne se réduit pas à un pays. La protection de l'environnement, c'est une dimension assez large qui concerne tous les pays. Parce que nous sommes un pays en voie de développement et l'économie verte intègre la question du revenu décent, intègre la notion de la création de l'emploi. Et pour une économie jeune comme le nôtre, nous pensons que ces questions essentielles rentrent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations et de manière assez durable, prenant en compte les préoccupations des générations actuelles et des générations futures. Basée sur le principe de responsabilité, l'économie verte a suscité un fructueux échange entre les experts du ministère de l'Environnement et les conseillers du CESOC. Ces derniers ont accordé une oreille attentive et ne manqueront pas de faire des recommandations pour la promotion de cette économie verte au Niger, contenu dans le document du plan de développement économique et social en cours d'exécution. Autre aspect de ce journal, les Nations Unies viennent d'octroyer $1 million au Niger pour assurer l'éducation des enfants issus des zones touchées par les conflits. C'est à la faveur du consortium Éducation sans délai pour 6 000 écoliers de régions de Tillabéri et Tawa. Nadia Maman pour le point. La question de l'accès à l'éducation de qualité pour tous, y compris dans les zones touchées par l'insécurité, demeure une préoccupation du président de la République du Niger et était un des axes prioritaires d'intervention du mandat de notre pays au Conseil de sécurité de l'ONU. Ainsi, c'est le mardi 9 mars 2021
que le Fonds mondial éducation sans délai a favorablement répondu à la déclaration présidentielle initiée le 10 septembre 2020 par le Niger portant sur la protection des enfants dans les zones de conflit armé en assurant leur éducation. 6 000 écoliers de Tillabéri et Tawa bénéficieront de cette aide de 1 million de dollars. Elle porte également sur le renforcement des mesures de prévention contre la COVID-19 et la construction de nouvelles salles de classe. Cette aide-là va être délivrée à travers le HCR, en plus de 33 millions de dollars qui ont déjà été attribués il y a de cela quelques mois aux pays de la région du Sahel central qui comprennent le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Comme vous le savez, les attaques qui ont lieu dans la région du Sahel, notamment ce qu'on appelle la région du Liptako-Gourma, qui est devenu aujourd'hui le foyer de cette lutte, de cette guerre que mènent à nos différents pays les hordes de terroristes. Donc ces différentes attaques ont entraîné la fermeture d'un peu plus de 3000 écoles. Cela a été répertorié pour la seule période, la seule année de 2020. L'autre conséquence, c'est que ces attaques ont privé 650 000 écoliers de poursuivre leur éducation et a entraîné le fait que 65 000 enseignants ne sont plus en mesure aujourd'hui dans cette région de pratiquer leur art d'enseigner, leur art d'éduquer. Et comme vous le savez également, lorsqu'on prive un pays, lorsqu'on prive la jeunesse d'un pays de l'éducation, c'est qu'on empêche également à ce pays de jeter les bases durables de son développement. Je souhaiterais, à travers votre objectif, remercier très sincèrement ECW pour ce geste et puis souhaiter qu'à travers les institutions de mise en œuvre de ces différentes aides, les élèves qui sont concernés par cette situation difficile de déplacement à cause des violences et dans un contexte du Covid-19, que ces victimes de ces déplacements-là pourront être prises en charge de façon adéquate pour permettre à l'éducation qui n'aurait jamais dû être interrompue de pouvoir se poursuivre. Cette subvention, qui couvrira une période de 12 mois, sera mise en œuvre par le HCR en partenariat avec le gouvernement du Niger. Éducation sans délai est le premier fonds mondial pour l'éducation au sein de l'UNICEF lancé par des acteurs humanitaires et des donateurs publics et privés afin de répondre aux besoins urgents en matière d'éducation de 75 millions d'enfants et de jeunes se trouvant dans des situations de conflit ou de crise dans le monde. Enfin, dans son adresse, l'ambassadeur Abari a transmis les condoléances des Nations Unies au peuple nigérien et à ses dirigeants suite à l'attaque terroriste dont a été victime notre pays le 14 mars dernier. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a procédé cet après-midi à l'ouverture de la réunion de validation du rapport de mise en œuvre 2017-2021 du pôle sectoriel de coordination transformation du monde rural. C'était en présence de tous les acteurs concernés. Précision, Souleymane Wali et Ramat Salou. Il sera question au cours de cette rencontre de présenter et de valider le bilan de mise en œuvre de 2017 à 2020 du pôle de coordination sectorielle transformation du monde rural. Ce pôle, qui comprend 13 sous-programmes du PDS, fait partie des pôles les plus importants, a indiqué le haut-commissaire à l'initiative 3N. Nous avons donc, pour ce qui concerne l'axe stratégique, accélération de la croissance économique. Donc nous avons 3 programmes de cet axe. Le programme développement du secteur privé, avec 2 sous-programmes. Le sous-programme développement des infrastructures économiques et le sous-programme promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Comme deuxième programme de cet axe 3, accélération de la croissance économique, c'est le programme sécurité alimentaire et développement agricole durable. Et ce programme, il participe au pôle TMR avec 7 programmes.
le développement des productions irriguées et pluviales, la restauration des systèmes d'élevage, le développement des infrastructures et services ruraux, la transformation des produits agro-silvopastoraux et halieutiques, l'autonomisation des femmes rurales, le renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire des populations vulnérables face aux chocs et aux crises, et le dernier programme de sécurité alimentaire, la gouvernance et la coordination du secteur. Ça fait donc 11 sous-programmes à partir de ces 6 programmes sur les 3 axes. Ça, c'est donc le périmètre du pôle transformation du monde rural et l'ensemble des acteurs de ce programme. La présente réunion a aussi permis de rappeler quelques-unes des grandes actions réalisées par les acteurs de mise en œuvre de ce pôle. Il s'agit d'actions innovantes et porteuses qui sont des priorités relatives de l'initiative 3N, dont entre autres la mobilisation des eaux, la maison du paysan, la nutrition, le développement des filières de chaînes de valeur agricole, d'élevage et aquacole et la protection de l'environnement. Je vous invite donc à être attentif à la présentation du rapport de mise en œuvre 2017-2021 du pôle sectoriel de coordination et transformation du monde rural qui vous sera fait tout de suite et d'apporter vos observations, amendements et contributions sur les rapports provisoires pour qu'à la fin de cette réunion, nous puissions disposer du rapport final validé de notre pôle. Au regard de la qualité des personnes ici présentes, je ne doute aucun instant de la qualité du rapport auquel nous parviendrons. Pour rappel, le plan d'action prioritaire par pôle de coordination sectorielle élaboré par le ministère du Plan a subdivisé les différents sous-programmes du PEDS 2017-2021 en 7 pôles de coordination sectorielle retenus dans le dispositif institutionnel de mise en œuvre. Un autre atelier, cette fois-ci, de la validation des résultats de l'enquête sur les entraves invisibles au commerce des services de technologie de l'information et de la communication au Niger. Une initiative du ministère du Commerce en collaboration avec le Centre de commerce international. C'est le ministre des Postes par intérim, Mohamed Boucha, qui a présidé ces assises. Le point avec Abdelkarim Mamambarmou et Sadou Inou Ali. Établir des recommandations afin de surmonter les obstacles au commerce que rencontrent les fournisseurs de services de tourisme au Niger, tel est l'exercice soumis aux acteurs œuvrant dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Une manière pour le Centre du commerce international d'apporter sa pierre à l'édifice de l'accroissement de la transparence des réglementations commerciales afin de surmonter les barrières invisibles au commerce. Dans le but de soutenir nos efforts pour améliorer la compétitivité de nos entreprises, le Centre du commerce international nous apporte son expertise pour surmonter les obstacles relatifs aux mesures réglementaires qui affectent les fournisseurs des services de communication électronique au Niger. Les objectifs visés à travers cet atelier sont la validation des recommandations proposées et l'élaboration d'une feuille de route, des actions prioritaires dont la réalisation permettra de réduire les coûts commerciaux liés aux réglementations contraignantes dans les secteurs de communication électronique, ainsi améliorer le climat des affaires au Niger. Les autorités ont pris conscience très tôt que ce secteur est un formidable levier de croissance sur lequel fondent beaucoup d'espoir nos entreprises pour impulser leur développement et leur croissance. Nous apprécions que l'aide que nous apporte le Centre du commerce international sur l'éthique, de la compréhension des réglementations qui représentent des obstacles au commerce des services auxquels fait face le secteur privé. Ces assises permettront non seulement d'affiner et de compléter l'ensemble de recommandations avec les acteurs du secteur public et privé ainsi que des experts du secteur, mais aussi de valider une feuille de route des actions prioritaires afin d'améliorer le climat des affaires au Niger pour le secteur du tourisme. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et de l'apprentissage à FAFPA a procédé cet après-midi à Niamey au lancement officiel des activités de formation au titre de l'année 2021. C'est le ministre des Enseignements techniques et professionnels qui a présidé la dite cérémonie. Abdelaziz Issaka et Hamidou Abdoulaye.
Outre le ministre des Enseignements professionnels et techniques, cette cérémonie a vu la participation d'autres cadres du ministère et les membres du conseil d'administration du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FOFPA. Il y avait aussi, naturellement, les étudiants et élèves des précédentes formations et les différents partenaires. À travers ses missions, formation, insertion et accompagnement, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage contribue fortement à l'amélioration de l'employabilité des jeunes et à l'essor des secteurs privés et publics. Pour cette année 2021, le FAFPA envisage sur fonds propres, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, la formation de 60 000 bénéficiaires, toutes catégories confondues, et atteindre un taux d'insertion de 80%. Je sais que la tâche est ardue et exige beaucoup de courage et de sacrifice. Je n'ai aucun doute. Le personnel du FAFPA, à qui je rends un hommage mérité, saura relever ce défi comme par le passé. Le FAFPA apporte aussi, de façon très remarquable, une réponse aux attentes des plus hautes autorités du pays qui ne ménagent aucun effort pour que le marché de l'emploi au Niger soit pourvu en main-d'œuvre qualitative, compétitive et quantitative. Cette cérémonie consacre non seulement le lancement officiel des activités du FAFPA au titre de l'année 2021, mais aussi à la remise de kits individuels et collectifs d'accompagnement à l'insertion en faveur des jeunes formés en apprentissage dual dans les 8 régions du Niger et des équipements des maîtres d'apprentissage. Il s'agit là d'une approche qui va se poursuivre et se renforcer afin de permettre aux jeunes de regagner immédiatement le marché de l'emploi et de développer les capacités d'intervention et d'accueil de maîtres d'apprentissage sans lesquels ces jeunes ne seraient pas formés. La cérémonie a été également marquée par une remise de kits pour le démarrage effectif des activités de jeunes et groupements des jeunes formés dans divers domaines. La première session ordinaire statutaire de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites au titre de l'année 2021 s'est ouverte ce matin à Niamey. Il s'agit de faire le bilan des activités 2017-2020 et apprécier la planification pour les années à venir. C'est le ministre directeur de cabinet adjoint du président de la République qui a parrainé l'activité. Précision, Hawa Mamoudou et Habibou Abdraman. Au regard du défi de taille que constitue la circulation et l'utilisation abusive des armes à feu dans le Sahel en général et le Niger en particulier, la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites a besoin d'apports conséquents de tous dans l'élaboration et la conduite de ces stratégies de lutte contre la prolifération et la circulation des armes illicites pour une paix collective et le développement du Niger. C'est donc conscient de la nécessité d'impliquer aussi bien les populations civiles que militaires que la CNCAI organise la présente session. Le ministre directeur de cabinet adjoint du président de la République a affirmé que la problématique de la prolifération des armes est un défi majeur pour notre pays. La présente session précède d'une disposition statutaire et c'est pourquoi je demanderai aux participants de suivre avec attention tous les exposés et autres communications qui seront faites pendant ces 2 jours. Ces 2 jours de travaux, et c'est là afin d'apporter toute observation et contribution susceptible d'aider au renforcement des cadres politiques et institutionnels de la lutte contre le fléau des armes illicites au Niger. Le PNUD et la CEDEAO, partenaires de la CNCAI, prennent à bras le corps cet épineux problème. L'une des principales leçons que le PNUD a apprises au cours des 20 dernières années est que là où les armes légères et la violence armée dominent, le développement recule. Le PNUD est un partenaire étroit de la Commission nationale depuis 2010 dans le cadre de la mise en œuvre des plans de travaux annuels. C'est pour davantage contrer le problème de la prolifération des armes légères, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO du 10 décembre 1999 a encouragé tous les États membres à se doter chacun d'une commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre.
Notons qu'auparavant, le président de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites, le général Youssoufa Maïga, a remercié les plus hautes autorités du Niger pour l'accompagnement sans faille que l'État et ses démembrements ont fait montre à la CNCAI. Les acteurs des organisations de la société civile sont en atelier d'échange avec la Cour des comptes sur le rôle de cette institution et la responsabilité des organisations de la société civile face à celle-ci. Une rencontre organisée par l'ONG Shiga en partenariat avec Financial Corps sur financement de l'USAID. Mariama Keita et Lawali Yahya. Financé par l'ONG Shiga conformément à un de ses objectifs, celui de renforcer les capacités des institutions étatiques et des structures de la société civile, cette rencontre d'échange entre les organisations des sociétés civiles et la Cour des comptes est d'une importance capitale pour les deux structures. Les institutions étatiques comme les OSC sont très importantes pour notre programme. Le Cour des comptes a besoin des OSC pour sa visibilité, pour vulgariser au grand public le travail important qu'il accomplit au quotidien. Les OSC sont importants pour l'édification d'un état de droit, le renforcement de la démocratie et la bonne gouvernance. Nous saluons cette initiative de la Cour des comptes de s'ouvrir à la société civile. Une rencontre qui intervient à une période où la Cour des comptes a engagé une réforme de son cadre. La rencontre d'aujourd'hui est l'occasion pour la Cour des comptes de poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2024. En effet, dans le cadre de ce plan, l'un des résultats stratégiques à atteindre est le renforcement de la confiance du public envers la Cour des comptes. C'est-à-dire qu'à travers cet atelier, la Cour des comptes ambitionne d'améliorer la communication envers les parties prenantes, parmi lesquelles les organisations de la société civile. L'objectif principal de cet atelier est de contribuer au renforcement de la visibilité de la Cour des comptes, notamment à travers les actions que les organisations de la société civile peuvent être amenées à mener dans son domaine de compétences, et de manière plus spécifique, dans le cadre de sa mission de promotion de la gouvernance, de la transparence dans la gestion des finances publiques et des services publics. Il s'agit pour la Cour de sensibiliser les organisations de la société civile sur sa vision et sa mission, informer les organisations de la société civile sur ses attributions, sa composition, son organisation et son fonctionnement. Et enfin, informer les organisations de la société civile sur ces différentes activités de contrôle. Professeur Narey Oumarou a de ce fait exhorté les participants à être assidus aux communications qui seront faites pour l'atteinte des objectifs escomptés. Il n'a pas manqué également de remercier l'ONG Shiga et ses partenaires pour la création de ce cadre d'échange. Pendant ce temps, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a reçu ce matin un don de matériel de laboratoire offert par la FAO et l'USAID. Ce geste entre dans le cadre de la lutte contre l'épisodie de grippe aviaire en cours dans la région de Niamey. Souleymane Boubacar et Nana Maria Moutari. Offert par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, USAID Niger, ce don est composé de matériel de protection, de désinfectants, des box d'envoi de prélèvement et des kits de diagnostic. Il vient ainsi appuyer le laboratoire central de l'élevage La Vaucelle et les services vétérinaires à faire face au foyer de la grippe aviaire en cours dans la région de Niamey. Nous avons aujourd'hui au moins 3 foyers qui sont détectés au niveau du laboratoire central de l'élevage. Nous avons envoyé rien qu'hier les prélèvements au niveau du laboratoire de référence pour pouvoir avoir la confirmation de la maladie. Déjà, des dispositions sont en train d'être prises au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour vraiment venir à point de cette maladie. La grippe aviaire, comme vous le savez, c'est une maladie très meurtrière, c'est une zoonose. Et le représentant Hectade l'a dit, ils sont venus pour appuyer
en fait le développement de la capacité de notre laboratoire pour diagnostiquer en tout cas toutes les maladies, tant zoonotiques que les maladies purement animales. À travers ce dons, la FAO et l'USAID réaffirment leur engagement à chaque fois si besoin est à accompagner les Niger pour venir à bout du défi sanitaire, notamment celui animal. L'un des objectifs de l'USAID à travers ce partenariat avec la FAO est de renforcer les établissements et des systèmes nationaux de santé animale grâce aux formations ciblées au personnel vétérinaire et à l'amélioration de leur plateforme technique et de la coordination intersectorielle. Au moins 70% des maladies humaines sont communes à l'homme et aux animaux. Donc les services vétérinaires, s'ils sont bien à niveau, peuvent donc protéger la santé publique à travers la lutte contre les maladies communes à l'animal et à l'homme. Avec la FAO, l'USAID, les services vétérinaires qui représentent le labo et la direction générale des services vétérinaires, nous allons tous ensemble nous y mettre pour, dans un premier temps, contenir ces foyers de grippe aviaire et dans un cadre plus large, donc contribuer à la lutte contre les maladies animales prioritaires. Selon Dr Haïdo Abdelmalik, représentant le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, plusieurs missions d'investigation avec les partenaires sont d'ores et déjà prévues pour mieux cerner la situation et limiter la propagation du virus. Dans un autre chapitre, la 3e édition du colloque régional sur la protection de la mission médicale selon le droit international humanitaire et le droit islamique s'est ouverte ce matin à Niamey. Une soixantaine d'imams et de prédicateurs académiciens d'universités arabophones et islamiques de 8 pays, dont le Niger, participent à cette rencontre de 2 jours à vocation scientifique. C'est Dr Ali Tassu, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, qui a présidé la cérémonie protocolaire d'ouverture. Gérard Abdelaziz et Hamidou Abdoulaye. Des imams et des prédicateurs académiciens d'universités arabophones et islamiques du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Nigeria, du Mali, de la Mauritanie et du Tchad, une soixantaine au total, participent par téléconférence pour certains à cette 3e édition du colloque régional sur la protection de la mission médicale selon le droit international humanitaire DIH et le droit et la jurisprudence islamique. L'initiative du Comité international de la Croix-Rouge CICR et de l'Université islamique au Niger est à vocation scientifique. Je trouve particulièrement bien choisi le moment de discuter précisément de la protection de la mission médicale en droit international humanitaire qui règle le comportement qu'on peut adopter ou qu'on ne peut pas adopter pendant les situations de conflit armé, en le combinant avec une perspective du droit islamique qui peut enrichir ce débat pour, j'espère, aboutir à des pistes intéressantes de réflexion. Pour le professeur Jamel Bentahar, recteur de l'Université islamique au Niger, face aux défis liés à la protection de la population civile, le dialogue avec les leaders religieux et particulièrement avec les savants et érudits est crucial pour promouvoir la protection et le respect de la vie et de la dignité. Le Niger, qui fait face au terrorisme au niveau de ses frontières, ne peut que se réjouir d'abriter une telle rencontre. Vous, intellectuels et leaders religieux, avait un rôle crucial à jouer dans une Afrique dont la jeunesse a du mal à faire face aux mutations de ce monde et se retrouve face à des interrogations identitaires dont les réponses peuvent se trouver dans les messages et enseignements dans nos universités et cadres d'échange et de réflexion. La protection de la mission médicale est une initiative du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui vise à améliorer l'accès aux soins de santé et à rendre plus sûre la fourniture de ces soins pendant les conflits armés ou les autres situations d'urgence.
Le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC a organisé ce matin une rencontre d'information et de sensibilisation sur l'appui au secteur privé. À travers cette rencontre, le PRODEC vise la vulgarisation des orientations et les modalités de mise en œuvre du fonds d'appui au secteur privé, de la formation professionnelle et au groupement féminin. C'est le secrétaire général du ministère de l'Enseignement professionnel et technique qui a présidé la cérémonie. Compte rendu, Ismaël Daouda et Hassan Moussa. Le fonds d'appui au secteur privé, objet du présent atelier, est le fruit de l'étroite collaboration entre le ministère des Enseignements professionnels et techniques, les partenaires techniques et financiers et l'Association internationale de développement IDA du groupe Banque mondiale. Il a été mis en place dans le cadre du financement additionnel du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC. Cette rencontre d'information vise donc à vulgariser avec ces acteurs de la formation professionnelle les orientations et les modalités de mise en œuvre du fonds d'appui au secteur privé de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle et au groupement féminin. Pour ce financement additionnel, il est non seulement prévu de restituer des établissements de la formation professionnelle du secteur public, notamment 20 centres de formation au métier répartis dans toutes les régions du pays, mais également d'appuyer les associations des structures privées œuvrant dans le domaine de la formation professionnelle. À cet effet, un fonds compétitif de soutien au secteur privé de la formation professionnelle de plus de 2 milliards de francs CFA a été mis en place au sein de la sous-composante 1.1 du PRODEC. Ainsi, la mise en œuvre de ces dispositifs au secteur privé devra permettre l'amélioration de la qualité des enseignements des opérateurs privés de formation et des groupements féminins et l'amélioration de l'employabilité des jeunes sortant des établissements privés. Les structures bénéficiaires seront appelées à s'inscrire dans les objectifs du PRODEC et à développer des enseignements dans les secteurs prioritaires identifiés ci-après. La construction, l'agro-industrie, les cuirs et peaux, les métiers spécifiques aux femmes. Ceci aura l'avantage de permettre aux bénéficiaires de disposer de toutes les compétences nécessaires et des équipements et compétences qui leur permettront de délivrer des formations pertinentes, gage d'une insertion professionnelle pour les sortants. Ceci est en parfaite cohérence avec la stratégie du MEP qui découle de la politique du gouvernement, notamment en ce qui concerne la lutte contre le chômage des jeunes et la création de richesses. À travers cette journée, les participants seront imprégnés des contours de l'activité afin de servir des relais auprès des structures conformément aux modalités définies dans le manuel qui a été élaboré pour la circonstance. L'actualité dans les régions, l'opérateur économique de Myria, Alhaji Lawali Zabé, a remis hier mercredi aux autorités de son entité la somme d'1 million de francs CFA pour réparer le véhicule de la protection civile et ensuite appuyer la patrouille humaine au niveau de la ville de Myria. Compte rendu Hawa Wali et Maman Ousmane. Fidèle à ses habitudes, l'opérateur économique El Hadji Lawali Zabé de Myria a remis hier aux autorités départementales la somme d'1 million de francs CFA pour réparer le véhicule de la protection civile et appuyer encore la patrouille urbaine au niveau de la ville de Myria. En remettant cette somme au préfet de Myria, Sid Mohamed Raliou, l'opérateur économique El Hadji Lawali Zabé a rappelé la volonté affichée des autorités de la 7e République, celle de se soumettre à tous ceux qui profitent au bien-être des populations de Myria. Ce geste hautement louable se situe dans le cadre de la politique de renforcement de la sécurité dans nos centres urbains. Je suis très ému et je vous dis que à partir de ce matin, Inch'Allah, je vais être votre ambassadeur pour pouvoir quand même transmettre toutes les doléances susceptibles en tout cas d'apporter un plus, en tout cas pour le bonheur
du peuple du département de Myria. En recevant cette donation, le préfet de Myria, Sidi Mohamed Alou, entouré de ses plus proches collaborateurs et les cadres techniques départementaux, a au nom de la population de son entité exprimé toute sa reconnaissance à Lawal Zabaï, qui du reste n'est pas à son premier geste. Nous pensons qu'il va nous appuyer dans la collaboration, dans la symbiose, afin de redynamiser la coopération avec lui et la collaboration. Et la réunion s'est très bien déroulée. Nous avons considéré qu'il peut être notre porte-parole à tous les niveaux supérieurs de notre pays afin d'apporter notre assistance au bien-être de la population de Myria. Fraîchement élu député national, le généreux donateur a réaffirmé qu'il sera toujours aux côtés de ses concitoyens. Cérémonie d'ouverture ce matin à Tawa des travaux de la caravane d'information, de formation et coaching des jeunes et femmes entrepreneurs sur les procédures du programme d'appui à l'entrepreneuriat 2021 dans la région de Tawa. C'est le secrétaire général adjoint de la région qui a donné le coup d'envoi. Précision, Tahirou Hassan Abdelkader et Mamadou Agoum. La présente caravane vise comme objectif général de susciter un engouement chez les jeunes et les femmes entrepreneurs et porteurs de projets afin d'accroître leur participation à Tony et Lumeli Entrepreneurship Programme. Une initiative saluée par le président du Conseil régional de la jeunesse d'Ottawa, Abdelrachid Zakou. Il est important que, en tant que jeune, qu'on s'investisse dans l'entrepreneuriat. Il est important. Et d'ailleurs, tous les pays qui se sont développés, si vous vérifiez ou vous regardez, vous allez constater que c'est les petites et les moyennes entreprises qui font booster l'économie d'un pays. Pour sa part, le représentant du ministre de l'entrepreneuriat des jeunes, Mohamed Boukari Mustafa, il a été question d'indiquer les objectifs visés par le programme TEF. La fondation Tommy Eminulu, dont le sigle TEF en anglais, est le champion leader de l'entrepreneuriat en Afrique. Le programme consiste en un engagement de 100 millions de dollars américains sur 10 ans, visant à identifier, former, encadrer et financer 10 000 jeunes entrepreneurs africains. L'objectif est de créer des millions d'emplois et des revenus nécessaires au développement durable du continent. Le secrétaire général adjoint de la région d'Ottawa, Sani Abdoulaye, a félicité quant à lui les anciens lauréats du programme TEF pour l'initiative d'organiser avec l'accompagnement technique du ministère de l'entrepreneuriat des jeunes sur le financement du PNID cette formation, la première du genre dédiée aux jeunes filles et garçons de la région de l'Ader. Depuis quelques années, l'entrepreneuriat des jeunes constitue aux yeux des autorités de la 7e République une préoccupation majeure qui vise l'insertion socio-professionnelle dans le tissu socio-économique à travers notamment le soutien aux initiatives des jeunes afin de leur faciliter la création massive de micro, petites et moyennes entreprises et micro, petites et moyennes industries. Durant 2 jours de formation, les participants auront à suivre des communications présentées par les anciens lauréats du programme de l'entrepreneuriat TEF sur le processus de soumission des candidatures en ligne. Le gouverneur de la région de Zander a aussi présidé ce matin l'ouverture officielle des travaux de formation et de coaching des jeunes et des femmes entrepreneurs sur les procédures de candidature du programme d'appui à l'entrepreneuriat de la Fondation TEF au titre de l'année 2020-2021. Kassou Moutari et Abdraman Mazou. La présente cérémonie marque ainsi le lancement officiel de la formation et coaching des jeunes et femmes sur les procédures de candidature au programme d'appui à l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elimili au titre de l'année Cohort 2021. On prit part à cette cérémonie les autorités administratives, coutumières, les responsables des forces de défense et de sécurité,
ainsi que des anciens lauréats ou bénéficiaires du programme qui ont d'ailleurs pris l'initiative d'organiser avec l'accompagnement technique du ministère de l'Entrepreneuriat des Jeunes et le soutien du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, cette importante rencontre de sessions de formation et coaching, la première du genre dédiée aux jeunes filles et garçons de la région de Zander. Pour le gouverneur de la région, Issa Moussa, l'entrepreneuriat des jeunes constitue pour les autorités de la 7e République une préoccupation majeure qui vise l'insertion socio-professionnelle dans le tissu économique à travers notamment les soutiens aux initiatives des jeunes afin de leur faciliter la création massive des micro, petites et moyennes entreprises et micro, petites et moyennes industries. Le gouvernement de la 7e République, sous l'impulsion clairvoyante du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et sur la conduite éclairée de son Premier ministre, Birji Rafini, chef du gouvernement, ne ménagera aucun effort en vue de soutenir cette jeunesse et d'en faire le véritable fer de lance du développement économique. Pour le conseiller technique du ministre de l'Entrepreneuriat des Jeunes, Boubacar Amadou Zakari, la caravane de formation est pleine d'espoir, celui de voir les jeunes et les femmes entrepreneurs de 8 régions du pays devenir des futurs lauréats du programme TEF 2021. En effet, tout au long de ces 2 jours de formation, vous auriez à suivre, chers jeunes entrepreneurs et porteurs de projets, des communications présentées par les anciens lauréats du programme TEF sur les procédures de soumission de candidature en ligne. Par la même occasion, l'intérêt que suscite cette rencontre se situe aussi dans le fait que nous aurons l'opportunité de discuter amplement sur les opportunités économiques régionales. Il est à noter que le programme TEF consiste en un engagement de 5 millions de dollars US sur 10 ans visant à identifier, former, encadrer et financer 1000 jeunes africains. L'objectif étant de créer des millions d'emplois et les revenus nécessaires au développement durable du continent en appliquant la philosophie de l'africapitalisme. Quant au gouverneur de la région de Maradi, il a présidé ce matin l'ouverture d'un atelier sur l'accès au droit international humanitaire et la coordination civilo-militaire. Cette rencontre a vu la participation des autorités administratives, forces de défense et de sécurité et de plusieurs représentants des ONG humanitaires. D'autres précisions avec Abdel Fattah Moussa et Nassur Nakakali. La région de Maradi présente des défis liés à l'accès humanitaire dû à l'incursion répétée et les attaques de groupes armés non étatiques. En effet, les opérations militaires rendent encore plus difficile l'accès humanitaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Organisation pour la coordination des affaires humanitaires OCHA et l'ONG Action contre la faim ACF ont organisé ce présent atelier via la coordination civilo-militaire CM-CORD afin d'améliorer l'action humanitaire de la région de Maradi. La coordination civilo-militaire vise à cet effet à assurer l'indispensable dialogue et interaction entre les intervenants civils et militaires. Cet atelier a pour objectif de renforcer les connaissances des différents acteurs sur le système de notification des missions humanitaires, d'informer et former les autorités régionales, départementales, militaires et les acteurs de terrain sur les questions d'accès, d'identifier les meilleures approches conformes aux principes directeurs de la coordination civilo-militaire en incluant les autorités administratives régionales et locales, les préfets et maires dans le système de communication et d'accès. Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de la région de Maradi a précisé que cet atelier vise à contribuer à une compréhension commune des principes directeurs de la coordination civilo-militaire CM-CORD et la mise en œuvre d'une stratégie d'accès afin de simplifier l'action humanitaire. L'atelier qui nous réunit ce matin abordera des thématiques qui constituent à l'évidence des préoccupations communes à l'ensemble des acteurs intervenant dans la région de Maradi. En effet, la coordination civilo-militaire, l'accès humanitaire et le droit international humanitaire me paraissent des thématiques de très haute importance dans le combat quotidien que nous menons pour assister les populations dans le besoin et Dieu seul sait que notre région en compte des milliers. Nous nous réjouissons néanmoins de constater que les échanges initiés dans le cadre de la coordination civilo-militaire
permettent de toucher l'essentiel des personnes dans le besoin, et ce, malgré les défis sécuritaires en présence. D'autre part, je dois le souligner, que l'amélioration de la sécurité depuis quelque temps permet d'espérer un meilleur accès humanitaire pour l'ensemble des acteurs. Toutefois, il reste évident que nous ne pouvons tirer profit de cette situation que si chaque acteur comprend mieux et respecte les obligations qui sont les siennes, telles que définies par le droit international humanitaire. Le gouverneur de la région de Maradi a par ailleurs remercié tous ceux qui investissent aux côtés du gouvernement dans sa noble mission d'assistance aux populations affectées par les crises sécuritaires. Comme annoncé au cours de ce journal, la suite au Conseil national de sécurité tenu hier sous la présidence du président de la République, conseil qui s'est penché sur la situation née des attaques lundi dernier dans le nord de Tillabéri. Le gouvernement a dépêché à Chinagodar une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses, Al-Kashia Al-Hada, sur place pour s'enquérir de la situation. Tenaou Moussafa. La délégation dépêchée par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, président du Conseil national de sécurité à Tinogoderer, était conduite par le ministre de l'Intérieur Al-Kash Al-Hada. Elle comprenait également le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Habou Moussa, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les hauts commandants de la gendarmerie et de la garde nationale, le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, le directeur général de la police nationale et le commandant de l'opération Al-Mahaou. Ils sont dépêchés suite aux dernières attaques terroristes ayant fait 66 morts et 8 blessés graves selon un dernier bilan. Cette délégation est venue au nom du chef de l'État et du gouvernement pour s'enquérir de la situation sur le terrain, présenter les condoléances aux familles endeuillées et s'entretenir directement avec les populations. Le ministre de l'Intérieur est porteur d'un message très fort du gouvernement appelant la population à ne pas céder au piège des divisions ethniques que veulent imposer les terroristes. Le président de la République nous a donc envoyé ici afin de présenter les condoléances à la population de cette région qui est durement touchée par cet acte barbare de terrorisme, la réconforter également et l'assurer du soutien du gouvernement, du soutien de l'État. Et nous sommes venus donc porteurs de ce message également, message qui consiste également à dire à la population de ne pas succomber à la tentation évidemment de conflits interethniques que cherchent à nous imposer en réalité les auteurs de cet acte-là, qui, par ce qu'ils ont fait, ont voulu faire en sorte que ce qui se passe dans d'autres pays, notamment en termes de conflits intercommunautaires, arrive au Niger. Avec les échanges que nous avons eus très francs avec la population, celle-ci nous a véritablement garanti donc qu'il n'en sera pas ainsi, qu'elle est parfaitement consciente des velléités des autres de vouloir s'aimer la division entre les communautés nigériennes et elles ne l'accepteront pas. Je crois que vous avez vécu ensemble avec moi les différentes interventions. Tous ont rejeté cette possibilité et cette idée. Ils sont fortement ancrés dans les valeurs de l'unité nationale, dans les valeurs de l'unité de notre pays, et ils sont prêts évidemment donc à renforcer cette consolidation, du moins cette conscience collective que nous avons, cette appartenance commune que nous avons à notre pays. Chinagodrar, le mot l'indique, vous savez, quand on dit Chinagodrar, ça évoque quoi? Ça évoque la langue touareg, mais c'est majoritairement aussi germain, mais c'est aussi peul, c'est aussi d'autres communautés nomades qui sont fortement mélangées, qui sont ensemble, qui vivent ensemble depuis plusieurs années et qui sont parfaitement conscientes donc de la nécessité de rester ensemble.
Plusieurs représentants des 4 villages concernés par ces attaques, à savoir Tinogodar, Darede, Falanzande et Mimande, ont pris la parole pour exprimer leurs préoccupations. Ces préoccupations ont pour nom la peur de vivre dans l'insécurité récurrente, la paralysie des activités commerciales et du transport et une pauvreté de plus en plus grandissante. Après avoir écouté attentivement et patiemment les différents intervenants, le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Al-Hadda, qui a promis de transmettre ses doléances à la plus haute hiérarchie, a d'ores et déjà informé la population des nouvelles mesures prises par le gouvernement pour mieux assurer leur sécurité. Il s'agit notamment du renforcement de l'effectif des forces de défense et de sécurité dans ces zones, avec le déploiement supplémentaire très bientôt de quelques 500 agents en fin de formation. Nous avons échangé avec elles et nous les avons rassurées également des différentes mesures que le gouvernement entend prendre afin de garantir la sécurité dans cette zone. Nous allons envisager une sécurisation de proximité de telle sorte que les différents villages qui ne sont pas au fond loin les uns des autres afin qu'ils puissent vivre avec beaucoup plus de quiétude. Le ministre de l'Intérieur a également, au nom du gouvernement, remis une enveloppe symbolique de 15 millions de francs CFA ainsi qu'une quantité de 20 tonnes de vivres pour venir en aide aux familles des victimes. On notait la présence lors de ces échanges du secrétaire général du gouvernorat de Tillabéri, des préfets de Walam et Bani Bangou, le maire de Bani Bangou et les leaders coutumiers des villages victimes de ces attaques. Autre chapitre de ce journal, les membres de l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés ont rencontré ce matin à Niamey les étudiants de la faculté des sciences économiques et de la gestion. Objectif, sensibiliser les étudiants sur la formation en experts comptables afin de mieux relever le défi face aux enjeux du moment. Compte rendu, Jemila Amadou et Tijani Ibrahim. La formation passe par le choix du métier afin de susciter la vocation et exceller dans la gestion de la comptabilité. Par la suite, les étudiants de l'Université de Niamey ont reçu la visite des représentants de l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés. Visite au cours de laquelle les étudiants ont été édifiés sur le chemin à parcourir dans l'atteinte des objectifs au niveau de cette corporation. Les experts comptables ont, pour ce faire, apporté des éclaircissements sur les filières, matières et les opportunités de cette branche d'activité. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme diplôme pour être expert comptable et comment faire pour s'inscrire au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés du Niger. C'est là pour nous, c'est très important parce que les étudiants représentent l'avenir. Et un ordre, pour sa survie, pour sa crédibilité, il faut l'avenir. Nous qui sommes présents, on va construire le présent, mais nous allons disparaître. Il faut que d'autres viennent également construire. Et pour qu'ils puissent construire, il faut les sensibiliser, il faut qu'ils connaissent ce que nous faisons. Il faut savoir comment avoir les moyens pour aller étudier et avoir ce diplôme. L'information sur le métier d'expert a été appréciée par certains étudiants. Nous avons apprécié cette activité qui est dans le cadre de former et d'informer les étudiants de la faculté de sciences et de gestion. Et à travers leurs explications, nous avons suivi et nous avons retenu quelques éléments, si je peux le dire, qui sont importants dans le cadre de notre formation. Le doyen de la faculté des sciences et de la gestion a encouragé cette initiative avant d'exhorter les participants à mieux s'investir pour cultiver l'excellence au Niger. Vous devez être fiers, vous, en tant qu'étudiant, de vous retrouver dans une telle faculté qui produit les meilleurs experts de ce métier-là. Et beaucoup d'experts comptables, et parmi ceux qui sont autour de cette table-là, sont issus de ce cursus. Et nous sommes fiers de présider la commission au niveau régional. Ces genres de partage d'expériences sont instructifs pour les étudiants car elles facilitent l'option académique
et leur plan de carrière. Retour dans les régions, l'accès au droit international humanitaire et la coordination civilo-militaire était mardi dernier à Difa au centre des travaux d'un atelier dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le secrétaire général de la région, compte rendu Abdraman Boukari et Hassan Abdou. Il s'agira au cours de cet atelier d'informer et former les autorités régionales, départementales, militaires et les acteurs de terrain sur les questions d'accès en lien avec les principes humanitaires, de dialogue civilo-militaire et du droit international humanitaire, de sensibiliser sur les problématiques d'accès humanitaire et de protection dans le contexte de la région, de renforcer les connaissances des différents acteurs sur le système de notification des missions humanitaires et enfin d'identifier les meilleures approches conformes aux principes directeurs de la coordination civilo-militaire en vue d'inclure les autorités administratives régionales et locales, les préfets et maires dans le système de communication et d'accès. Au regard du caractère opportun de cet atelier, le secrétaire régional de la région de Difa, M. Yahaya Godi, s'est réjoui de la pertinence des thèmes qui seront débattus. Zone de conflit, la région de Difa présente des défis liés à l'accès humanitaire. En effet, les incursions répétées des groupes armés non étatiques, la pose d'engins explosifs improvisés, les attaques sur les infrastructures et dans une certaine mesure, les opérations militaires rendent plus difficile l'accès humanitaire et je me réjouis néanmoins de constater que les échanges initiés dans le cadre de la coopération civilo-militaire permettent de toucher l'essentiel des personnes dans le besoin et ce malgré les défis sécuritaires en présence. D'autre part, je dois le souligner pour me réjouir que l'amélioration de la sécurité depuis quelque temps permet d'espérer un meilleur accès humanitaire. Toutefois, il résulte évident que nous ne pouvons tirer profit de cette situation que si chaque acteur comprend mieux et respecte les obligations qui sont les siennes, telles que définies par le droit international humanitaire. Pour finir, M. Yahaya Godi a saisi cette occasion pour réitérer la reconnaissance des plus hautes autorités nigériennes, avec à leur tête le président de la République, M. Issoufou Mahamadou, à l'endroit de tous les partenaires humanitaires qui, malgré un contexte sécuritaire souvent difficile, ont tenu à être aux côtés du gouvernement pour appuyer ses efforts dans la prise en charge des multiples besoins nés de la crise qui sévit encore dans la région de Difa. Quant au secrétaire général de la région de Tillabéri, il a procédé ce matin à l'ouverture de l'atelier de validation du bilan régional de mise en œuvre du programme de développement économique et social au titre de la période 2017-2020. C'était en présence de plusieurs invités, Bada Salamatou et Amadou Ibrahim. Cet atelier qui a regroupé autour du secrétaire général adjoint de la région, autorités administratives, directeurs régionaux, organisations de la société civile, projets ONG et associations de développement rentre dans le cadre des travaux périodiques de la mise en œuvre du programme de développement économique et social. Le 21 février, il y a eu un atelier de lancement pour élaborer ce rapport-là. Avec l'appui du niveau national, la démarche méthodologique a été donnée aux participants, ce qui a permis de collecter des informations au niveau des directions régionales, des projets et programmes. Ensuite, également de faire des focus groups au niveau des acteurs de mise en œuvre du PDS au niveau de la région. Donc ce qui a permis d'avoir ce document-là que nous allons valider ce matin-là. Nous souhaitons vraiment que les participants puissent nous donner leur point de vue par rapport aux informations qui ont été collectées et ensuite des recommandations pour que nous puissions vraiment avoir un document de qualité à transmettre au niveau national. En ouvrant les travaux, le secrétaire général adjoint de la région a salué la présence des différents acteurs concernés à cette rencontre. Abdou Dada s'est apaisanti sur le processus ayant conduit à cette activité. La démarche méthodologique vous a été expliquée. Une mission du niveau national et les outils de collecte ont été partagés avec l'ensemble des participants.
Aussi, une équipe a été mise sur pied pour la collecte de données au niveau des différentes directions régionales, des projets et programmes, suivant les 5 axes du PDS. Axe 1, Renaissance. Axe 2, Développement social et transition démographique. Axe 3, Développement économique. Axe 4, Gouvernance, paix et sécurité. Axe 5, Développement durable des terres. À l'issue de ce travail, un document de bilan régional provisoire a été élaboré. Il s'agit à travers cette rencontre de valider le produit final avant sa transmission au niveau national. Au vu du profil des participants, le secrétaire général adjoint a demandé une pleine participation afin que l'objectif poursuivi soit atteint et a saisi cette opportunité pour adresser ses remerciements à tous les partenaires qui œuvrent aux côtés de l'État. Mais auparavant, le secrétaire général de la mairie, Salou Issa, a pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous les participants. À Maradi, le gouverneur de la région a présidé ce matin la cérémonie d'ouverture des travaux de l'Assemblée générale régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Sandanatahi Abdelkarim Boubakar. Présentation des bilans moraux et financiers, suivi des discussions et propositions de solutions face aux défis qui se posent au monde des affaires, tels sont entre autres points inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale régionale de Maradi. Travaux qui interviennent dans un contexte marqué par la Covid-19, l'insécurité, le terrorisme, la fermeture des frontières, le changement climatique qui ont tous de graves conséquences sur les activités économiques de la région. Malgré tout ce qui précède, nous gardons espoir d'une reprise des activités avec la construction du complexe douanier à Maradi et la voie ferroviaire. J'en appelle donc à la cohésion et à la réflexion positive de chaque participant sur les sujets qui seront abordés au cours des présentes assises. Pour sa part, le premier vice-président national de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, Jada Abdoulaye, a remercié vivement le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, pour tous les efforts qu'il déploie au profit du secteur commercial. Il a ensuite rappelé les réalisations faites par son institution au plan national et dans la région de Maradi. Pour ce qui concerne la région de Maradi, activité phare, la construction du complexe douanier, la formation sur les modules de création et gestion des entreprises, la création de 268 entreprises suivant les formalités de création d'entreprises. En ouvrant ses assises, le gouverneur de Maradi, Zakari Oumarou, a lui cité la place et le rôle que joue sa région dans la promotion économique du pays. La région de Maradi, outre sa position confortable, sera dotée d'un complexe douanier et d'un chemin de fer qui relie la région à Kano en passant par Jibia et Kassena. Le secteur du commerce, qui joue un rôle très important dans l'économie régionale, contribuera aussi pour une meilleure résilience des populations de la région face aux chocs extérieurs tels que la fermeture des frontières et le Covid-19. Notons que le premier responsable de la région de Maradi, Zakari Oumarou, a mis à profit ses assises pour entretenir le postulaire sur d'actualité dont la sécurité et la Covid-19 pour laquelle à Maradi.